à tous les organisateurs, à un niveau ou à un autre, de cette rencontre, grâce à laquelle je vais pouvoir vous parler pendant 40 minutes. C'est le temps qui m'est imparti. Ça concerne la thématique, il s'agit de l'histoire. Pourquoi l'histoire? C'est important l'histoire. Comme disait quelqu'un, l'histoire, c'est-à-dire on est prêt à commettre les mêmes erreurs quand on ignore l'histoire. Et puis l'histoire, c'est un éclairage pour le présent et c'est une leçon pour l'avenir. Ce que vous avez dans le programme, 3000 ans d'histoire de la langue berbère, c'est-à-dire le berbère à travers l'histoire 3 fois millénaire, d'après les témoignages anciens et modernes, en particulier déjà les témoignages de l'Égypte pharaonique. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter, je ne vais pas vous donner cette conférence pour diverses raisons. Parce que là, ça pourrait faire partie d'un thème assez large, ça pourrait faire même l'objet d'un congrès, l'histoire de la langue berbère à travers l'histoire, le berbère et ses variétés. C'est pas seulement le berbère, il n'y a pas d'unique berbère, hein, il y a une variation, il y a plusieurs dialectes, il y a plusieurs, je dirais même, langues. Là, ce sera une autre fois, je le regrette. Par contre, je vais rester dans l'histoire, je veux dire le thème d'aujourd'hui, il s'agira d'un ouvrage de grammaire, donc fait par un grammairien, celui qui s'est improvisé grammairien de la langue berbère, mais quel dialecte? Le kabyle, une grammaire kabyle, dont je vais vous parler aujourd'hui. Comme j'ai rien dit, personne n'est au courant, peut-être une ou deux personnes qui sont au courant de la salle. D'après vous, quelle va être cette grammaire-là dont je vais vous parler aujourd'hui? Je ne sais pas, je vous pose la question à la salle. Vous pensez à qui? Une grammaire. De quoi on va vous parler aujourd'hui? Je n'entends rien. Comment? Mamri? Non, pas Mamri, c'est plus ancien. C'est une grammaire du 19e siècle. Donc cette grammaire, c'est la grammaire de Hanoto. La grammaire de Hanoto. Tout le monde a entendu parler de Hanoto quand on fait des études berbères. Et puis il y a des gens qui se posent la question, ils se disent, bon, Hanoto, bon, c'est un militaire. Bon, c'est pas très légitime, hein, un militaire. C'est pas un linguiste, hein, c'est un militaire. Qu'est-ce qu'il vient faire un militaire faire de la grammaire? C'est comme quelqu'un, il est ingénieur, et ingénieur je ne sais pas quoi, hein, ingénieur en mécanique, en électronique, il va faire de la grammaire, il va faire du berbère. Ou un agronome, ça existe aussi. Mais rassurez-vous, on peut avoir vraiment des compétences en médecine et s'occuper d'une autre. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Un pays comme la Suisse, quelqu'un qui va faire de l'égyptologie. Il va faire de l'égyptologie, doctorat d'État, etc. Mais comme il n'y a pas beaucoup de postes, qu'est-ce qu'il fait l'égyptologue? Eh bien, il va travailler comme directeur de banque. Il va dire tellement qu'il a fait des fiches sur les inscriptions, sur tous les objets ramassés au cours des fouilles archéologiques, et bien classés, bien vraiment au millimètre près, ben, il va savoir manier les chiffres, il va savoir faire aussi de la gestion. Voilà les pays quand même qui savent recycler des compétences. Je veux dire, on peut venir d'une branche et se convertir dans une autre branche. Voilà, donc là, je ferme la parenthèse. Tout ce que je vous dis là, c'est sur mon ton de parole, mais je suis obligé de le faire de manière liminaire. Pour revenir à Hanoto, moi, je vais vous présenter en deux parties. Donc, je demanderai à Monsieur le Président d'avoir la gentillesse dans les deux parties de m'indiquer la mi-temps. Dès qu'on arrive à la moitié du temps, qu'ils me disent, voilà, on arrive, pour pouvoir vous parler de la deuxième partie. Parce que je vais vous parler de Hanoto en tant qu'homme de science, on va dire. C'est-à-dire, il a décidé d'être homme de science. Et la deuxième partie, de vous parler de cette œuvre-là de grammaire. Parce qu'il y a des choses à dire sur cette grammaire, dans quelles conditions elle a été faite, comment elle a été publiée, et puis éventuellement son impact. Je ne vais pas vous parler tellement du contenu, ce sera un autre travail. Hein. Et puis je dois vous dire, cette recherche, je l'ai commencé exactement, c'est quand j'étais venu en Algérie jusqu'au début juillet dernier, c'est quand je suis reparti de juillet à récemment.
Donc j'ai fait une recherche, j'ai trouvé pas mal de choses, et j'en trouverai d'autres aussi. Je vais vous dire des choses connues et d'autres choses que vous ne connaissez pas. Il y aura les deux, d'où l'intérêt de la chose. Et puis je vais vous présenter la chose de manière problématique. Il faudra se poser des questions à chaque fois, des questionnements. Je vais commencer par un proverbe chinois qui dit « Il vaut mieux être idiot quelques instants que de le rester toute sa vie ». C'est quoi être idiot quelques instants? En se posant même des questions idiotes. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Est-ce qu'un militaire, il a le droit de faire des études de berbère? Voilà une bonne question. Voilà, c'est-à-dire ça peut paraître naïf, c'est infantile, etc. Mais je dirais, chez les enfants, c'est de leur bouche que sort la vérité aussi. C'est des questions en réalité très pertinentes. Et puis moi, je vous parlais aussi de Hanoto, je dirais en tant qu'acteur social. C'est ça qui est important, acteur social, parce que faire une grammaire, publier un ouvrage, disons, venir dans un village faire un discours, quel qu'il soit, citoyen, politique, syndical, ce sont des actions sociales, c'est du social qu'on fait. Parce qu'on est dans des relations, on vit dans une communauté, dans une société. Donc il faut se poser les questions vraiment de type sociologique. Et Hanoto, et en même temps de parler du contexte historique. Parce que quand on produit une grammaire, on ne produit pas comme ça une grammaire. Pour vous dire, une science ne naît jamais d'un cerveau d'un savant. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de savant lui-même qui a le génie. Je veux dire, dans notre société, il y a eu des génies, des milliards de génies, hein. Mais rien n'est sorti, parce que les conditions sociales ne l'ont jamais permis, tout simplement. Einstein, ce qu'il a trouvé, il l'a trouvé parce que c'est les conditions sociales, ce n'est pas grâce à Einstein. Grâce d'être élève de Max Planck, prix Nobel de physique, dans un pays en pleine émergence, l'Allemagne, je veux dire de Guillaume II, l'Allemagne du XXe siècle, qui était parmi les puissances au plan intellectuel, puissance mondiale au début du XXe siècle. Des dizaines de prix Nobel dans les principales branches, de chimie, de médecine, de physique, pas de mathématiques, plutôt de physique. Voilà, donc il faut qu'il y ait des conditions sociales. Les conditions sociales de réalisation, comme diraient les sociologues. Et pour cela, je vais me baser sur, à vrai dire, 3 sociologues. 3, peut-être 4. Le premier sociologue dont je me base beaucoup, il s'appelle Karl Marx. Ça va pouvoir rendre surprenante, mais c'est un fondateur de la sociologie, mine de rien. Le deuxième sociologue, bien sûr, c'est Pierre Bourdieu. Et puis un autre sociologue qui parle des processus sociaux, des causalités, c'est Max Weber. Et puis, peut-être un quatrième, c'est Alvin Toffler, un futurologue. Donc je ne vais pas, au niveau théorique, je ne vais pas vous bassiner avec tout cela, je vais passer au vif des sujets. Donc je vais vous parler de Hanoto, brièvement de son parcours. Hanoto est né en 1814 dans une province, dans la Bourgogne, à Decize. Il est issu de la bourgeoisie locale, d'un père qui était un grand capitaine de la navigation fluviale, à l'époque de Napoléon Ier, sous le Premier Empire. C'est une famille très riche, hein, bourgeoisie provinciale, qui a fait les grands lycées, parce que la question aussi, est-ce que ce personnage est cultivé? Voilà, donc je suis en train de répondre à la question. Donc il est bien né, hein, je dirais une cuillère d'argent dans la bouche, comme on dit. Et puis après, à l'âge de 18 ans, il rentre à l'école polytechnique. Donc à l'école polytechnique, il sort de la promotion de l'école polytechnique. Donc je vais vous dire c'est quoi l'école polytechnique. C'est important de connaître aussi l'histoire des institutions. L'école polytechnique est une école d'ingénieurs installée à Paris, fondée pendant la Révolution, en 1794,
sous le nom d'École centrale des travaux publics, avant d'être une école militaire. Elle est militarisée en 1804 par Napoléon Ier. La devise de cette école, pour la patrie, les sciences et la gloire. La patrie, les sciences et la gloire. Après tout, c'est le monde militaire. Et là, dès qu'on rentre à l'école polytechnique, on est officier. Et puis, elle était issue, cette école, de la Révolution et du siècle des Lumières. Elle est porteuse de la tradition d'excellence. L'école polytechnique a donné l'exemple à plusieurs pays qui ont fait des écoles polytechniques. Évidemment, l'Algérie, bon, c'est le legs, bon, on va dire, le legs de la colonisation, l'école polytechnique d'Al-Harrach. Bon, on va comparer ce qui est comparable. Il y a eu l'école polytechnique, des écoles polytechniques en Angleterre, l'équivalent. En Allemagne, en Suisse, l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Et puis, il y a aux États-Unis une école polytechnique. Comment elle s'appelle l'école polytechnique à la salle américaine? Est-ce que quelqu'un peut me dire comment elle s'appelle-t-elle? Elle s'appelle le MIT, le Massachusetts Institute of Technology. Voilà l'équivalent d'école. Ces deux-là est sorti en auto. Et puis on enseignait à l'école polytechnique, déjà, au lieu de faire les sciences appliquées, on enseignait vraiment les sciences dures, les mathématiques, la physique et la chimie. C'était l'école de Lavoisier, de Gay-Lussac, des grands physiciens de l'époque. Tout le monde, à l'époque, est sorti de l'école polytechnique. Voilà l'école polytechnique. S'il y avait le prix Nobel à ce moment-là à l'école polytechnique, la plupart seraient de l'école polytechnique à cette époque-là, au XIXe siècle. Il faut dire aussi une chose, en France, il n'y avait pas d'université. Il y avait la Sorbonne ou des écoles supérieures. Elles étaient juste pour passer le baccalauréat. Il y avait des universités qui existaient en France. Je parle de cette époque-là, 18e siècle, début du 19e siècle, mais vide d'étudiants. L'université française, elle a émergé plutôt à la Troisième République, après 1870. L'admission à l'école polytechnique, elle impose des frais annuels très élevés. C'est-à-dire elle est payante, plus non seulement la scolarité, la prise en charge, l'internat des étudiants. Donc il faut être issu des familles riches. Et puis non seulement il y a une sélection par l'argent, mais ici une sélection par faire des écoles, des lycées prestigieux. Pour rentrer à l'école polytechnique, on passe les épreuves de musique, des arts et de latin. C'est-à-dire les gens qui passent par le collège ou d'autres types d'enseignement, ben, ils sont de facto exclus. Donc vraiment, il n'y avait que les privilégiés. Et puis, Hanoto est passé à passer toutes ces barrières-là, admis avec succès à l'école polytechnique. Et puis, il rentre à l'école d'artillerie et du génie 2 ans après. Là aussi, c'est l'équivalent de Saint-Cyr. Et puis, il sort capitaine en 1834. Et à ce moment-là, c'était le contexte de la conquête de l'Algérie, 1830 débarquement. On change de régime en Algérie. En 1830, on passe après l'abdication de Charles X, on passe à ce qu'on appelle la monarchie de Juillet, de 1830 jusqu'à 1848. À ce moment-là, Hanoto, il a exercé dans plusieurs endroits du pays, dans l'Artois notamment, dans la Creuse, disons sa carrière militaire en tant qu'officier du génie. Le génie, il faut savoir, donc le génie militaire, c'est des gens, c'est le corps de l'armée qui construit des routes, des fortifications, etc., des ponts, des chaussées, etc. C'est-à-dire c'est des grands ingénieurs, ils savent édifier, c'est-à-dire dans un but aussi, bien sûr, de stratégie militaire et de contrôle de territoires conquis. Et puis, il vient pour la première fois à Hanoto en 1845. À ce moment-là, le 1845, on le met dans ce qu'on appelle le bureau politique des affaires arabes, qui était, ça a été créé à l'époque par Bugeaud. Le bureau arabe, c'est quoi exactement le bureau arabe? C'est très important de connaître.
c'est à la fois toutes les zones qui sont sous le contrôle militaire pour s'occuper, on va dire, de la question des indigènes, des autochtones, pour les contrôler, pour mieux les contrôler, qu'il n'y ait pas de troubles, régler les problèmes de conflit, faire des opérations de police, et surtout, je dirais, il y a une intelligence économique là-dedans. C'est-à-dire, là, on fait aussi du renseignement. C'est le lieu aussi des renseignements. Et puis, les officiers, c'est parmi les intellectuels, comme Anoto, sorti de l'école polytechnique, ou des grandes écoles, y compris aussi d'autres écoles d'ingénieurs, etc., pour mener les investigations. Et Anoto, on l'envoie à la Mitidja pour s'occuper des statistiques de toutes sortes sur l'économie, je dirais les potentialités du pays, sur les populations, les ressources, et puis s'intéresser aussi à des questions à la fois géographiques, ethnographiques, pour mieux connaître les populations. À la limite, pour combattre les populations ou pour mieux les administrer, il faut les connaître. C'est-à-dire la connaissance, ça fait partie de la gouvernance moderne et de l'armée moderne. Enfin, à ce que je sache, l'armée française de l'époque de conquête est une armée moderne, évidemment, puisque la modernité, c'est quelque chose, l'époque moderne ça que relever des pays du Nord. Alors que les pays sud de la Méditerranée, bon, je veux dire, c'est une somnolence qui a duré depuis le Moyen-Âge. Il faut dire que c'était brillant à un certain moment. Après, ça a été décadent, où c'était, comment dire, le statu quo. Les choses n'ont guère évolué, surtout avec l'Empire ottoman. Il faut le dire, c'est des choses, c'est de l'histoire, tout ça. Hein. Je n'invente rien. Donc, Anoto, il s'occupait des statistiques. C'est à ce moment-là qu'il s'intéressait à la langue arabe. D'abord, il s'est formé à l'arabe littéral. Il s'est familiarisé aussi dans le cadre de ses enquêtes à l'arabe dialectal. Et puis, il découvre en même temps le kabyle dans la région de la Mitidja. Après, en 1948, on le rappelle à Paris jusqu'en 1853. En 1853, on a changé de régime politique, on n'était plus dans la monarchie, on est passé à l'Empire avec Napoléon III. Et à ce moment, on rappelle Anoto au bureau arabe. Au bureau arabe, à ce moment-là, ça correspondait à la conquête de la Kabylie. À l'époque, c'était le gouverneur général, c'était le maréchal Randan. Le maréchal Randan, il voulait, disons, parachever la conquête du pays après la reddition de l'émirat Abdelkader, toutes les zones libres, comme la partie saharienne et la Kabylie, qui sont demeurées indépendantes. Et la conquête a commencé à peu près déjà de 1852-53 et jusqu'à 1856-57. Et Anoto n'a jamais été dans le corps expéditionnaire, il n'était pas dans, comment dire, dans les champs de bataille. Lui, il est vraiment dans les bureaux arabes à faire ses enquêtes, à traiter les informations, à faire le synthèse. Vraiment, c'est un officier des bureaux arabes. Il était toujours capitaine. Et puis vers 1859, il est devenu commandant, le commandant à Dra al-Mizan, parce qu'après, les bureaux arabes aussi, c'est des subdivisions. Il y a au niveau national et puis au niveau régional, c'est le bureau arabe de la subdivision de Délice qui regroupe à peu près toute la Kabylie du Djurdjura. Et Anoto s'intéressait à ce moment-là à la langue berbère. Puis il était sur le terrain. Et puis lui, en tant qu'officier, officier des bureaux arabes, il a la facilité. Il avait à sa disposition, je veux dire, tout le personnel des bureaux arabes, parce qu'en général, un bureau arabe, donc je vais expliquer un peu le bureau arabe ce que c'est. C'est-à-dire, il est attaché, donc, les bureaux arabes, ils sont investis de tous les pouvoirs, ils renforcent sur son emprise sur les populations autochtones, fait pour contrôler de vastes territoires. Un chef de bureau arabe à sa disposition, bon, bien sûr des chaouches,
pour porter à cheval, enfin, pour porter des nouvelles dans les tribus, un khouja arabe, enfin, sur le territoire, bon, plutôt un kabyle, un médecin, et puis des officiers, des sous-officiers, et puis ils ont ce qu'on appelle un goum fait de spahis, etc., pour les opérations de police. Un bureau arabe, c'est différent de l'armée expéditionnaire, c'est pas la même chose, c'est beaucoup plus administratif, et puis ça relève aussi c'est pour l'investigation. Voilà pour les bureaux arabes. Donc j'ai fini ma partie des bureaux arabes. Je dirais le contexte, bon je vais mordre un peu, le contexte de Hanoto, donc on était au Second Empire. Le Second Empire, c'est que Napoléon III a les pleins pouvoirs, la mainmise sur l'économie, sur les finances, sur la politique. C'est-à-dire c'est un régime autoritaire, et cette autorité a duré au moins 10 ans. Après, vers 1860, cet empire s'est libéralisé. C'est-à-dire, vraiment, dans ce libéralisme, il a fait le libre-échange avec l'Angleterre. Il y a eu avec la banque, c'est-à-dire, il s'est inspiré beaucoup des idées saint-simoniennes, Napoléon III. C'était quand même, il restait un homme éclairé sur ça. Et il a développé le pays avec des grandes infrastructures. Le système, le transport fluvial, les chemins de fer, les usines, les chantiers, enfin les mines, les industries. Et puis, il a modernisé et embelli la capitale et puis toutes les villes de France. Par exemple, Haussmann, tout le monde entend parler d'Haussmann, c'était le préfet de Napoléon III qui a beaucoup modernisé pareil. Et puis, le niveau de vie s'est élevé. Et puis c'est à ce moment-là qu'il y a eu les grands magasins. Non seulement la finance, mais les grands magasins. Il y a eu la finance avec Keller, le grand banquier Keller, Rothschild et d'autres. Et puis les grands magasins, le Printemps, la Redoute, le bazar de l'Hôtel de Ville, etc. Tout ça, ça remonte à Napoléon III. Napoléon III a modernisé la France. Même Napoléon III, en voulant créer la paix, il a créé la guerre dans tout, je veux dire, dans la politique extérieure. L'armée française s'est engagée dans un tas de conflits. Le Mexique, la Crimée, la Grèce, l'Italie, évidemment l'Algérie. Autant, je veux dire, les interventions françaises militaires, c'était des désastres à l'extérieur. Et c'est ce qui a expliqué même... je dirais la défaite de l'armée française face aux Prussiens en 1870 à Sedan, ce qui a signé l'acte de mort de l'Empire. On a changé, c'est cette défaite qui a fait qu'on est passé, après le traité de Versailles, on est passé à la Troisième République, après Napoléon exilé. Autant l'armée française a remporté de belles batailles en Algérie. Mais il faut comparer ce qui est comparable. Autant quand on affrontait les armées modernes européennes, on perd, autant on gagne en Algérie parce qu'on avait affaire à la résistance de paysans en armes ou des paysans mal armés. Et puis ces paysans, ils ont résisté vaillamment. Donc que ce soit au Sahara ou que ce soit en Kabylie et dans d'autres endroits. Maintenant, je vais passer au champ scientifique maintenant à l'époque de Hanoto. Hanoto, donc on était dans un contexte brillant, et surtout il y avait pas mal de sociétés savantes, il y avait l'Institut de France aussi qui s'intéressait aux langues, à la recherche scientifique, y compris menée par des militaires. Et puis en même temps, la question qu'on peut se poser aussi, est-ce qu'il existait un champ scientifique berbère à Hanoto? On a l'impression que c'est un météore, il est tout seul sur le champ, c'est-à-dire au sens scientifique. Eh bien non, il y avait le baron de Slan qui traduisait Ibn Khaldoun, qui s'intéressait non seulement à l'histoire des Berbères, mais en même temps à la langue. Il y avait le colonel Neveu, qui était le supérieur hiérarchique qui a reculé sur les Touaregs. Il y avait un autre, Victor Gesselin, à la Roite. Lui, c'est un ingénieur agronome de Grignon qui avait recueilli pas mal de documents, pas mal de choses sur le terrain, des dictionnaires,
qui sont restés inédits jusqu'à aujourd'hui. Bon, j'ai pas encore mis, je les ai pas encore retrouvé la trace, mais je soupçonne qu'ils doivent être quelque part à l'Institut de France. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore regardé toutes les archives de l'Institut de France, mais ça ne saurait tarder. Et puis il y avait aussi des berbérisants qui, en Angleterre, comme Newman, un explorateur et je veux dire géographe et en même temps linguiste en Allemagne comme Barthes. Et en France, il y avait aussi Charles-Louis Ferraud, Laurent Charles Ferraud, qui avait rédigé lui-même une grammaire inédite, qui s'appelle Essai de grammaire kabyle pour l'expédition de 1847, en 1957, en parallèle avec Hanoto. Donc il y avait au moins 5 ou 6 personnes qui faisaient des études berbères, je veux dire concurremment, on va dire, à Hanoto. Donc il existait un champ d'études berbères, mine de rien. Et puis quand Hanoto publia sa grammaire, il la publia, je veux dire, grâce à l'imprimerie nationale qui avait les caractères, comment on appelle ça, les plombs pour la fonte des plombs pour imprimer cette grammaire. Mais ça a été publié aussi à Alger par l'éditeur Bastide, diffusé aussi bien à Alger, donc à Alger et en France. Donc, et cette publication, donc avant la publication, c'est qu'Hanoto, il a envoyé, disons, un savant orientaliste de Paris qui s'appelle Reynaud, qui était trop connu, c'était l'un des plus, et qui a lu, je veux dire, la communication de Hanoto pour publication, et puis qui a approuvé avec toute une commission de grands orientalistes, c'est-à-dire c'est passé par le filtre des orientalistes. D'abord, c'est passé par... il a envoyé, il a demandé l'autorisation en tant que militaire au gouverneur général maréchal Randon. Le maréchal Randon envoie au ministre de la guerre Vaillant, et Vaillant, il envoie à l'Institut. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a été approuvé à l'unanimité que cette grammaire, elle valait le coup d'être publiée. Je veux dire, même elle était dans l'excellence. Pourquoi publier une grammaire? C'est parce qu'il y avait une décision ministérielle en 1842 plutôt. On disait que pour mieux connaître cette langue, on avait besoin d'un dictionnaire et d'une grammaire. On a fait appel aux spécialistes de l'époque. Eh bien, on avait publié un dictionnaire. C'était dans la langue plutôt de Béjaïa. On l'avait fait... Parce que pourquoi on l'avait fait à Béjaïa? Parce que Béjaïa, c'est une zone conquise, alors que la Kabylie du Djurdjura, je dirais, elle n'était pas encore conquise en 1840. C'était une commission faite surtout sous, disons, la présidence de Charles Brosselard. Il s'est adressé à un imam de Bougie, Sidi Ahmed ben Hadj Ali. Donc, Hadj Ali, c'était le co-auteur de ce dictionnaire. Mais la grammaire, il y en a eu point. Et c'est quand Hanoto, donc il a été sollicité, ou bien Hanoto, il a trouvé, je veux dire, un créneau pour faire sa grammaire. Donc il a fait dans ce contexte-là de demande, on va dire, de l'autorité ministérielle. Et quand sa grammaire a été publiée, et puis Hanoto, il a reçu des lettres des savants du monde entier. C'est-à-dire, que ce soit des sémitisants, des gens qui travaillent sur les langues indo-européennes, les gens qui font les classements des langues du monde, eh bien, ces lettres-là, elles ont été réunies, elles existent actuellement, elles sont déposées dans un fonds public à Paris. Donc, ces lettres-là, j'ai pu y accéder. J'ai trouvé à peu près une bonne centaine de lettres. Et puis, je veux dire, c'est des documents quand même très éclairants, un peu sur l'histoire de cette grammaire. Et puis, quand Hanoto, il avait fait cette grammaire aussi, il l'avait faite, bien sûr, dans l'ère du temps. C'est-à-dire, il était conscient des études, par exemple, de la linguistique de son époque. On était dans la grammaire, à l'époque, générale et comparée. On a travaillé sur les langues indo-européennes.
3 ans auparavant, Ernest Renan, il a fait un gros ouvrage équivalent sur les langues sémitiques. Et d'ailleurs, même Renan, il parlait de Hanoto avant qu'il ait publié sa grammaire. Et pour dire cette grammaire, nous l'attendons avec impatience en 1850. Et puis, Hanoto s'est calé justement sur ce travail de Ernest Renan et d'autres savants du monde. Parce qu'Hanoto, il lisait l'allemand, il lisait aussi l'anglais. C'était un homme très instruit, très cultivé. Et maintenant, je vais passer vite fait. De toute façon, je ne vais pas vous dire tout ce que j'aurais voulu vous dire, mais je publierai ce travail, déjà au moins de Hanoto et le contexte, dans la revue Études des documents berbères. Pour les actes de ce colloque, bien sûr, je donnerai un papier aussi beaucoup synthétique, et puis je ferai aussi un article spécial consacré uniquement à la grammaire. Et peut-être un jour, je publierai toutes les lettres. J'espère pouvoir le faire. Donc, pour vous dire que j'ai quand même du pain sur la planche autour de Hanoto et sa grammaire kabyle. Maintenant, passons rapidement à sa grammaire, à la grammaire kabyle de Hanoto. Donc, il a commencé dans sa grammaire sur des considérations générales, les conditions de son enquête, des généralités sur les berbères, très intéressantes, parce que là, il était dans le champ, c'est-à-dire on venait de publier Ibn Khaldoun, il connaissait les textes des gréco-romains sur les berbères et d'autres textes arabes traduits en français. Il lisait aussi l'arabe à Hanoto. Il a tiré la quintessence de la connaissance sur le monde berbère à son époque. Déjà, c'était très, très moderne. Après, on passe à la grammaire proprement dite. Donc, il a parlé du mode de transcription. Il a proposé une transcription à la française. Et cette transcription, elle a perduré jusqu'aux années 1930. C'était cette transcription qu'a adoptée l'Université d'Alger avec René Basset. C'est cette transcription qu'a adoptée jusqu'à Boulipa. La transcription a changé beaucoup plus tard, en 1930, avec André Basset. Ça vaudrait le coup aussi de faire un travail aussi sur les transcriptions, surtout en latin, l'histoire de la transcription latine appliquée aux berbères. Après, il nous parle du nom, du pronom et de la qualification dans sa grammaire. Cette grammaire, elle fait plus de 300 pages. Après le nom, il parle des diverses particules. Il parle aussi du verbe. Et là, ce qu'on trouve, je dirais, de fascinant, comment il fait sa grammaire. Comment il est parti de rien. Mais il y a eu des grammaires qui ont été faites sur le berbère avant lui. Il y avait un Anglais qui s'appelle Newman, au moins qui a fait des tentatives de grammaire de manière rapide, à partir des bribes de textes déjà qui existaient comme Hodgson et d'autres, où il a esquissé la grammaire sans bouger de l'Angleterre, de Londres. Hein. On lui donne une langue sémitique quelconque, lui-même il est convaincu que le berbère, il dit c'est pas une langue sémitique, il dit c'est une autre branche, hamitique. Il voit des affinités directes avec les langues de l'Abyssinie éthiopienne et le copte, et l'égyptien. Il voit tout de suite. Avec les langues sémitiques, il voit d'un point de vue, je dirais, abstrait, mathématique, et il y a beaucoup d'affinités. Et puis là, il arrive à construire une grammaire. Et Hanoto, qu'est-ce qu'il nous parle dans le nom? Eh bien, quand on voit comment il structure le nom, elle ne diffère pas de la grammaire telle qu'elle est élaborée aujourd'hui. Par exemple, il vous parle de nom, il nous dit que le berbère, le kabyle, à ce moment-là, il a des désinences. Il parle aussi par exemple, du génitif, par exemple, Acham Nouergez, ou bien Acham Bouergez, etc. Et puis Ergez, ou Cham, etc. Et puis il parle directement, il a écrit directement l'état d'annexion. Je veux dire, s'il y a parmi vous des gens qui travaillent sur l'état d'annexion, il fallait se poser la question d'où vient le terme, pourquoi on parle d'état d'annexion. Eh bien, justement, Hanoto, il a eu l'intuition, enfin, je veux dire, on utilise, cette grammaire, finalement,
elle sert même à la grammaire actuelle, donc voilà, d'un point de vue théorique. Et puis comment il a construit cette grammaire justement? Eh bien, il s'est associé à un arabisant d'Alger, c'est celui qui enseigne à l'école française arabe, qui a fait des manuels de grammaire d'arabe et d'arabe dialectal. Il s'appelle Brenier. Et justement, il a discuté avec lui comment on fait la grammaire de l'arabe, comment on l'a conçue. Et bien, il a appliqué, disons, je veux dire, l'analyse, je veux dire, morphosyntaxique et autres, ou et dérivationnelle, bon, je veux dire, l'architecture de la grammaire de l'arabe. Et on voit que l'arabe, en termes grammaticaux, à un certain niveau, et le berbère, je veux dire, les choses, je veux dire, il y a des similarités, qu'on le veuille ou pas, qu'on le veuille ou pas. Tout ça, ça fait partie d'un ensemble kamito-sémitique. Mais après, quand on va plus loin, les langues kamito-sémitiques, elles ont des similarités avec les langues indo-européennes, à un autre niveau, parce que c'est ce qu'on appelle les langues flexionnelles. C'est-à-dire, c'est pas lié, je veux dire, entre guillemets, les races, ça ne veut pas dire. Et ces langues-là, on peut les trouver même dans les langues chez les Boshiman, même dans les langues d'Afrique du Sud. Après, donc, dans la typologie linguistique, on a des langues agglutinantes, et puis on a aussi les langues isolantes. Donc, comme ces théories linguistiques sont importantes. Maintenant, donc, je passe tout ça. Maintenant, je vais vous parler des textes que Hanoto a recueillis. Il a recueilli les textes grâce à un informateur. Tout simplement, c'est son collaborateur au bureau d'arabe de Dra' al-Mizan. Cet homme, qui est lettré en arabe, il s'appelle Si'alia, plutôt Sisaïd Wa'ali, Sisaïd Ben Ali. Il est du village de Eril Bouames, de l'Arche, enfin la tribu des Ethboudrer. Donc c'est dans le Jurjura. Et puis comment on les appelle Igawaoun. Igawawa, Igawaoun. Et puis c'est là quand même là où il y a eu la confusion d'Hanoto, parce qu'il y a aussi le mot Zwawa. Donc le terme Zwawa qu'on trouve même de Ibn Khaldoun, même avant, qui est une grande tribu. Les Zwawa, c'est tous les Kabyles qu'on appelait les Zwawa. C'est d'ailleurs les Zwawa, c'est d'Alger, Alger même, y compris la Mitidja, jusqu'au Kolo, jusqu'à Skikda. C'est toute cette région-là qu'on appelle Izwaoun, les Zwawa, le pays des Zwawa. D'ailleurs, le mot est oublié, on dit le Qabaïl, mais à Oran, dans l'Oranie, l'Ouest, on va parler des Zwawa. C'est le terme, enfin les Zwawa, on le trouve même dans la classification des tribus berbères, d'Ibn Hawqal, le mot Zwawa, Ezwaou, Izwaoun. Parce que je ne sais pas si j'ai le temps, dans la poésie, on trouve donc dans les Zwawa, الطير ذاك نشجع نقل ذقي فيك سحل غار يزواون اراون السباع الدرسي والصيت نفتق مس تنفع وين يعرين ورثي ذل او يفن بوشنايا هذا سيمال الحيف انت وإجمات سي وعار فاتيتيغا اعذونا طبران فلاس السوق نفلاس يدار. Et puis maintenant je passe au texte. On a des textes des fables, le corbeau et le renard, le lion et le taureau, la gazelle, la cigale et la fourmi. Intégralement, ils ont été fournis par Sisaïd. Sisaïd, lui a donné un tas de textes. Même la grammaire, Sisaïd, il a contribué. Ce qui fait cette grammaire, c'est la grammaire de Igawaoun. Mais Hanoto, il voulait quand même montrer quand même qu'il y a de la variation. Il s'est intéressé à un autre parler, c'est le parler de l'Oued Sahel. C'est Iloul Nissa Oussamer avec Sisaïd Ben Ali Shrif, qui était le Bachaga de l'époque. Bachaga de l'époque lui a fourni aussi tous les renseignements linguistiques, ce qui fait qu'il y a c'est-à-dire une sorte de grammaire comparée, Igawaoun, Oued Sahel. Et puis, dans ces textes, d'ailleurs, à la fin, il a donné un qanoun. Un qanoun, c'est Ibn Ali Shrif intégralement qui lui a donné. C'est le qanoun de Teslent. Teslent, toujours chez Iloulen ou Samer. Et puis, on a des chansons qui ont transcrites, etc. C'est grâce à Ibn Ali Shrif. On a un texte de bougie.
À la fin, et puis Hanoto, il dit, au début, il a commencé par faire une grammaire comparée de tous les dialectes kabyles, mais il a vu que c'est faramineux, il dit, on peut commencer à connaître 2 ou 3 dialectes, après on peut accéder à tous les autres. Parce qu'en commençant à travailler sur les dialectes, moi j'ai émis comme hypothèse qu'il a commencé à travailler sur les dialectes dès son arrivée en 1845. Tout en abandonnant ce travail, il a entamé un autre travail une fois qu'il était en poste à Dra' al-Mizan en Kabylie, à l'époque dans le contexte de la conquête. Sans conquête, il n'y aurait pas eu de grammaire kabyle. Hein. Bon, voilà pour vous dire un peu tout ça. Ensuite, enfin, je vais terminer. Et il compare après le kabyle avec les autres dialectes berbères. Il a pris un texte justement extrait de Brégnier. C'est un conte en arabe. Et ce conte-là, il le fait traduire à Séali dans le dialecte qu'il appelle de Zouawa. En fait, c'est plutôt Iyawaouen. Et le même texte, on l'a dans le parler des Iloulen, pour voir la différence en kabyle. Après, il le traduit dans le dialecte de Cherchel, d'Ibn Mnassar, retraduit dans le Sagouavent d'Ibn Mzab, traduit également en Tamashart, parce qu'il travaille aussi sur une grammaire Tamashart, dans le dialecte du Rif, en Shleuh, le dialecte de Ouargla, le berbère de Ouargla, et l'Aurès. Et puis, vers la fin, il parlait de la prononciation des termes. Il a comparé avec plusieurs dialectes berbères. On va dire moralité. Hanoto a été le premier berbérisant à faire de la dialectologie comparée. Donc là, il faut retenir cela. Et puis, je vous promets que je ferai son alignement, que je pourrai faire au moins 3 articles pour faire connaître la grammaire, uniquement la grammaire kabyle. Bon, il y a aussi la grammaire touareg qui est intéressante. Je ne vais pas avoir l'ambition de faire toute l'œuvre de Hanoto, mais au moins uniquement sur cette grammaire, sur cet ouvrage de grammaire, toute l'œuvre de Hanoto. Et je termine pour ça, c'est pas de dire, voilà, Hanoto a sorti un livre. On ne sort pas un livre. C'est le contexte qui a voulu qu'Hanoto sorte un livre. C'est-à-dire, ça s'appelle une action sociale. Une action sociale, il y a beaucoup d'éléments qui convergent parce qu'il y a des effets de causalité. Et tout cela, ça rentre dans la théorie explicative de Max Weber. Et je vous remercie de votre attention. Merci.